Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion des théories des probabilités. Dans cette vidéo, nous parlons de probabilité continue et nous aborderons donc dans un premier temps la notion de variable aléatoire continue et dans un second temps celle de densité de probabilité. Alors, d'entrée de jeu, je tenais à souligner qu'on ne parlera pas en profondeur de la notion de variable aléatoire continue, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de l'expliquer, de définir tous les contours, puisqu'on avait effectivement abordé cette notion dans une toute première vidéo où il était question de faire le distinguo entre variable aléatoire continue et variable aléatoire discrète. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est l'une de nos toutes premières vidéos. Simplement, je tenais à rappeler à ceux qui étaient là et à le dire à ceux qui prennent le bateau en marche que on n'entend pas variable aléatoire continue, une variable aléatoire qui prend des valeurs possibles non finies, non dénombrables. C'est le cas par exemple de la taille des individus d'une population. En fait, lorsqu'on s'intéresse à la taille des individus d'une population, on constate qu'on a une infinité de tailles possibles. On peut avoir 1,75, 15, on peut avoir 1,6, 5, 7, 8. En fait, il y a une infinité de combinaisons. C'est possible, hein, 1, 0, 5, 15. Imaginez les enfants, vous pouvez avoir autant de tailles possibles et il y a une infinité. Donc les valeurs possibles sont infinies, c'est-à-dire non finies. Elles sont non dénombrables. Voilà, c'est le cas aussi du poids à la naissance, le cas du temps d'attente dans une file. Et voilà, donc c'est ce qu'on entend par variable aléatoire continue. La notion de continu nous ramène à un continuum de valeurs. Donc il y a une infinité de valeurs. Et à cette notion de variable aléatoire continue, on associe une notion très importante, très intéressante, c'est celle de densité de probabilité. Alors, lorsqu'on parlait de variable aléatoire discrète, on avait pu effectivement établir qu'à chaque valeur possible, on pouvait y associer une probabilité. Par exemple, si vous lancez un dé de 6 faces, on savait que la probabilité qu'une des faces apparaisse est de 1 sixième. Donc c'est fait, c'est dit, la probabilité que vous ayez 1 est de 1 sixième, la probabilité que vous ayez 6 est de 1 sixième. Par contre, lorsqu'on est avec des variables aléatoires continues, il nous est impossible, pardon, pas impossible, mais la probabilité que nous ayons une valeur exacte, elle est quasiment nulle. On peut l'avoir, mais la probabilité, en fait, elle est nulle. Elle est nulle, pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez une infinité de valeurs. Une infinité de valeurs, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la taille toujours des individus d'une population, vous avez une infinité de tailles, et cette infinité de tailles, l'une des propriétés est que simplement la probabilité que vous ayez une valeur d'entre elles, elle est infiniment petite et on l'approche à zéro en mathématiques. Voilà. Donc la probabilité que vous ayez une valeur, imaginez la probabilité que vous ayez 1,75, 15, 6 par exemple, sur une infinité de combinaisons possibles, elle est nulle. Elle est nulle. Parce que imaginez la taille, à supposer par exemple que la taille varie entre 5 et 2 mètres, par exemple, entre 5 cm et 2 mètres, 5 cm, ça c'est une supposition bien sûr, mais vous avez entre 0,5 et 2, vous avez une infinité de valeurs. Parce qu'on est avec des valeurs décimales et autant de décimales que possible. Imaginez, vous avez une infinité de valeurs. Et voilà, donc la probabilité, lorsque vous êtes en variable aléatoire continue, en notion de probabilité continue, en fait, la probabilité que x prenne une valeur exacte, elle est nulle. Voilà pourquoi on parlera donc de densité de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire densité de probabilité en fait? Au lieu de s'intéresser à un point, on va s'intéresser à un intervalle. Donc on va s'intéresser à la probabilité que x soit entre deux valeurs, a et b. On va s'intéresser par exemple à la probabilité qu'on ait un individu qui ait la taille comprise entre 1,75 et 1,76 par exemple. Voilà. Donc ça, en fait, pour le calculer, on fait appel à une notion qu'on a abordée dernièrement. C'est la notion d'intégrale. Donc on la calcule simplement en calculant l'intégrale de a à b de f de x, associé donc de f de x lié à la variable aléatoire x qui est un indice que vous avez là. Et en fait, cette fonction f de la variable aléatoire x que vous avez là, en fait, elle est appelée densité de probabilité. Donc en réalité, c'est la densité pardon, de x de la variable aléatoire. Donc cette fonction f de x, elle sera très intéressante parce qu'en réalité, grossièrement, si vous voulez, on peut l'associer à simplement dire la probabilité. Donc c'est l'équivalent en quelque sorte du calcul de probabilité qu'on effectue pour les variables aléatoires discrètes. En variable aléatoire continue, on utilise une fonction.
Et ce qui est intéressant à savoir dans le cadre de cette fonction-là, déjà rappelez-vous qu'on l'utilise donc dans le cadre de calcul d'une probabilité, pas sur un point, mais sur un intervalle. Et ce qui explique les bornes A, B, qui sont donc les intervalles que vous avez, les bornes de l'intervalle que vous avez là. Donc A et B sont des réels, où A est inférieur ou égal à B, bien sûr. Et une des conditions, d'ailleurs, les conditions pour qu'une fonction donc, soit une densité de probabilité, parce qu'effectivement, toutes les fonctions ne sont pas des densités de probabilité. Il y en a qui ne sont pas des densités de probabilité. Pour qu'une fonction donc, soit une fonction f de x soit une densité de probabilité, il faut principalement qu'elle remplisse deux conditions. La première condition, c'est celle de positivité. Alors, celle-là, elle est effectivement très intuitive. Il faudrait que la fonction soit supérieure ou égale à 0, donc qu'elle soit positive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, cette fonction, c'est l'équivalent de la probabilité en termes de variable aléatoire discrète. Donc, rappelez-vous qu'une probabilité n'est pas négative. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que la probabilité que vous ayez un individu qui a une taille comprise entre 1,75 et 1,76, elle est de moins 2. C'est un non-sens. Donc, il faudrait éminemment que la fonction soit positive. Donc, par exemple, si vous avez une fonction, je ne sais pas, une fonction sur R plus qui est f de x égale à moins x, par exemple, on sait que puisque on est sur R plus, c'est-à-dire des réels positifs, cette fonction-là, elle est négative. Parce que moins x, toutes les valeurs seront négatives. Donc, cette fonction-là, déjà, d'entrée de jeu, on sait qu'elle n'est pas une densité de probabilité. Voilà. Donc, il faut que la fonction, elle soit positive. Et dans un second temps, il faudrait que, en fait, que la fonction remplisse le principe de normalisation. Bien, le principe de normalisation, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que simplement, si vous calculez l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x de x, il faudrait que vous ayez 1. Donc, si vous balayez toutes les valeurs de moins infini à plus l'infini, il faudrait que vous ayez 1. Simplement, en fait, on l'explique d'une manière toute simple. Lorsqu'on lance un dé dans le cadre de variables aléatoires discrètes, on va toujours faire le parallèle avec les variables aléatoires discrètes pour qu'on puisse comprendre plus facilement. Donc lorsqu'on lance un dé à 6 faces, on sait que la probabilité que vous ayez une face est de 1 sixième. Puisqu'on a 6 faces, lorsqu'on calcule, on fait la somme de toutes ces probabilités, c'est-à-dire 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième 6 fois, ça vous fait simplement 1. Donc en réalité, on sait que en probabilité, la somme des probabilités de toutes les éventualités nous fait 1. C'est d'ailleurs pourquoi on nous dit que la probabilité d'un événement contraire plus la probabilité de l'événement nous fait 1. Vous voyez? Donc si vous faites la somme de toutes les possibilités, en fait, il faudrait que vous ayez 1. Voilà donc pourquoi on nous dit en fait ici que lorsqu'on calcule une intégrale qui balaie toutes les valeurs, donc de moins infini à plus l'infini, il faudrait que vous ayez 1. Donc si vous avez des tailles, supposons que les tailles varient entre 50 cm et 2 mètres. Si vous balayez donc, si vous faites la probabilité de 0,5 à 2, en fait, il faudrait que vous ayez 1. S'il est vrai que toutes les tailles sont comprises entre ces deux valeurs. Vous voyez? Donc, il faudrait forcément que vous ayez 1. Si vous n'avez pas 1, c'est que vous n'êtes pas face à une densité de probabilité. Parce que, voilà, il y a des valeurs omises. Donc, voici les deux conditions qu'il faudrait remplir pour que nous ayons une fonction dite densité de probabilité. Voilà. Et on va simplement appliquer donc cette notion-là à ces deux éléments, ces deux fonctions, ces deux f de x. On va voir laquelle d'entre elles ou lesquelles d'entre elles peut-être sont des densités de probabilité. On va s'intéresser au premier f de x. Alors, ce f de x là, il prend trois valeurs. Il prend x plus 1 lorsqu'on est entre moins 1 et 0. Il prend 1 moins x, il prend la valeur 1 moins x lorsqu'on est entre les valeurs 0 et 11, ou bien il prend la valeur 0, voilà, c'est-à-dire il prend 0 si x est supérieur à 11. Alors, comment on va essayer de démontrer que cette fonction, ou essayer de démontrer que cette fonction est une densité de probabilité ou qu'elle ne l'est pas d'ailleurs, simplement en respectant les deux étapes, les deux conditions. On va d'abord chercher à vérifier la positivité. Donc pour la positivité, regardez, en fait, on s'intéresse d'abord à x plus 1. On sait que si x donc, est compris entre moins 1, regardez ici, si x est compris entre moins 1 et 0, et rappelez-vous que 0, c'est ouvert à 0, c'est-à-dire 0 est exclu. Si x est compris entre ces deux valeurs-là, en fait, x plus 1, f de x, pardon, est égal à x plus 1. Vous voyez? Et si on s'amuse à faire simplement un tableau de signes pour cette valeur-là, on sait que x, donc x est compris entre moins 1 et 0.
Donc, moins 1, de moins 1 à 0, si on s'intéressait à étudier le signe de x plus 1, en fait, on peut constater déjà que x plus 1 s'annule à moins 1. Donc, rappelez-vous qu'en mathématiques, lorsqu'on a une racine de la sorte avec un polynôme donc, du premier degré, à droite de la racine, on met donc le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient de x, qui est plus donc. On met le signe de a et à gauche, on met moins. Donc, s'il y avait des valeurs, on aurait mis moins, bien sûr. Donc, ça veut, ici, je vous dis simplement, je démontre simplement donc que entre moins 1 et 0, en fait, x plus 1 est positif. Vous voyez? Donc, x plus 1, f de x, pardon, est supérieur ou égal à 0 entre moins 1 et 0 parce que moins 1 est compris et rappelez-vous qu'à moins 1, la fonction est nulle. Bien, donc pour cette première partie, en fait, c'est bon. On respecte la notion de positivité. Mais est-ce que 1 moins x vérifie? Vérifions cela. Si x appartient à l'intervalle donc 0, 11 ouvert, on constate que f de x prend la valeur 1 moins x. Vous voyez? Faisons la même chose. Et je rappelle en fait que ce tableau de signes, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement constater. Par exemple, j'aurais pu dire f de x égale à x plus 1 et f de x est supérieur à 0. En fait, ce n'est pas là qu'on vous attend lorsqu'on vous pose de telles questions. Vous pouvez simplement constater que f de x est supérieur ou égal à 0. Ça s'impose d'ailleurs avec acuité, ici on peut le voir. Hein. On voit effectivement que toutes ces valeurs-là, balayées par cet intervalle-là, aboutiront à des valeurs positives ici. Mais bon, vous pouvez simplement souligner cela sans faire ce tableau de signes. Et ici également, ce qu'on va démontrer, si vous le voyez avant, vous auriez pu simplement le souligner. Mais bon, je le fais pour des questions d'explication, pour que vous puissiez le voir et vous puissiez vous en convaincre. Voilà. Donc, ici, x est compris entre 0 et 11, vous voyez. Et on cherche à étudier le signe de 1 moins x. Et regardez, 1 moins x, en fait, il s'annule à 1. Donc, il y a une valeur entre 0 et 11 qui est une racine de 1 moins x. Et on applique le même principe. À droite, le signe de a, et ici, le signe de a, du coefficient donc de x, il est moins, et par là, il est plus. Donc, vous voyez, effectivement, on voit qu'entre 0 et 11, en fait, entre 0 et 11, 1 moins x n'est pas monotone. Donc, il a deux valeurs. Bon, il n'est pas monotone, non. Il a deux signes. De 0 à 1, il prend la valeur plus. De 1 à 11, il prend la valeur moins. Donc, simplement, on peut conclure ici que, en fait, si x appartient donc à l'intervalle de 0 à 1, ouvert si vous voulez, on voit que f de x est supérieur à 0. Et si x appartient à l'intervalle fermé de 1 à 11 ouvert, on voit que f de x est négatif ou égal à 0 parce que j'ai inclus 1 et à 1 il s'annule. Vous voyez? On voit ça. On voit en fait qu'il y a deux valeurs. Et une fois qu'on arrive là, en fait, on peut simplement arrêter la démonstration. On peut simplement dire que cette fonction n'est pas une densité de probabilité parce qu'on voit qu'elle peut être regardée. On voit qu'entre 1 et 11, la fonction est négative. Et rappelez-vous qu'une fonction une densité de probabilité ne doit jamais être négative. Donc, une fois qu'on est là, on peut simplement abandonner toute la suite. Puisque de toute façon, quel que soit ce qu'on dira, quelle que soit la force de nos arguments, une fois qu'on a ça, en fait, c'est pas densité de probabilité. Voilà. Et pour cette deuxième fonction, on se dit bien que peut-être elle est densité de probabilité, hein, puisque je n'aurais pas pu mettre deux exemples qui ne vérifient pas cette notion. Effectivement, vous avez bonne intuition, mais on va essayer quand même de vérifier cela. Bien. On vérifie déjà dans un premier temps la notion de positivité. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire donc dans cette notion de positivité? En fait, on a la fonction f de x, elle prend la valeur 3 quarts 1 moins x au carré si x est compris entre moins 1 et 1. Et elle prend la valeur 0 sinon. Donc, elle prend la valeur 0 si x est inférieur à moins 1 ou bien si x est supérieur à 1. Vous voyez? Donc, déjà, avec la valeur 0, c'est réglé. Donc, parce qu'on cherche à ce qu'elle soit égale à 0, soit supérieure à 0. Donc, avec la valeur 0, il n'y a rien à faire. Ça, c'est bon. Par contre, on sait que si x est compris entre moins 1 et 1, on voit que f de x est égal à 3 quarts de 1 moins x au carré. Vous voyez? Et ça, en fait, si vous voulez, je fais la même chose. Je fais une table de signes, en fait. Ok, un tableau de signes. Donc, on a x et on a la valeur moins 1, 1. Et on a
on s'intéresse simplement à 1 moins x au carré parce qu'on sait que 3 quarts, en fait, il est positif et son signe n'aura pas d'incidence. Plus fois, même si, en fait, à l'intérieur, ici, on a moins, plus fois moins, ça vous fait toujours moins. Et si on l'a plus aussi, plus fois plus, ça vous fait toujours plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le signe de ce qu'il y a là. Et 1 moins x au carré, en fait, x au carré, 1 moins x au carré, vous pouvez effectivement constater ici en fait que cette écriture-là, elle s'annule en moins 1 et en 1. Si on remplace x par moins 1, ça vous fait moins 1 au carré 1, 1 moins 1, 0. Si on remplace x par 1, ça vous fait 1 au carré 1, 1 moins 1, 0. Donc vous avez une racine ici et une racine là. Effectivement, on nous dit que lorsque vous avez une fonction polynôme de second degré, donc deux racines, entre les deux racines, on met le signe contraire donc de a, donc le signe contraire du coefficient de x carré, et le coefficient de x carré c'est moins, donc on met son signe contraire, c'est-à-dire plus, donc on met le signe contraire, et en dehors, en fait, vous mettez le signe, donc moins, moins, on aurait mis moins, moins, en gros. Donc là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'intervalle moins 1, 1, et on peut voir qu'entre moins 1 et 1, f de x est supérieur ou égal à 0. Vous voyez, donc entre moins 1 et 1, f de x est supérieur ou égal à 0. Et ça, en fait, vous auriez pu également le constater simplement sans passer par ce que je viens de faire. Vous auriez pu simplement écrire ça et au final mettre f de x est supérieur ou égal à 0. Parce qu'en réalité, moi, franchement, je trouve que ce n'est pas là qu'on vous attend. C'est plus sur la question de normalisation. Mais attention à ne pas vous tromper parce qu'ici, on aurait pu simplement le faire et en disant, on aurait pu dire f de x est supérieur ou égal à 0 alors que c'est faux. Donc, quand même, prenez le temps si vous avez des doutes à faire un tableau de signes et aboutir à ça. Donc, une fois qu'on a ceci, on peut aussi simplement rappeler que si x appartient donc à l'intervalle de moins infini à 1, rappelez-vous, on a dit sinon, donc si x appartient à l'intervalle de moins infini à moins 1 ouvert, union 1 à plus l'infini, en fait, toutes les valeurs en dehors de moins 1, de l'intervalle moins 1, 1, c'est le sens de sinon. Donc, si x appartient à cet intervalle, f de x est égal à 0. Alors, on peut donc dire que, quel que soit x appartenant à R, f de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, en fait, la positivité, c'est OK. Vous voyez? Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va chercher d'établir, c'est la notion de normalisation. Donc, la normalisation, et rappelez-vous, pour la normalisation, on calcule simplement l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x en fonction de d de x. Vous voyez? Mais la fonction, en fait, elle a des valeurs différentes. Donc, elle a une valeur entre moins 1 et 1, elle a d'autres valeurs en dehors de cet intervalle-là. Donc, on va la découper. C'est-à-dire, on la découpe de moins infini à moins 1, plus on la découpe de moins 1 à 1, plus de 1 à plus l'infini. Parce qu'en fait, elle a une valeur entre moins 1 et 1, vous voyez? Donc, on la découpe moins 1, 1, 1 plus l'infini et moins infini, moins 1. Vous voyez? De sorte à ce que vous avez la relation de Charles qui peut s'appliquer, parce que vous avez moins 1 à plus l'infini simplement, puisque vous avez moins 1, 1, 1. Donc, ça revient simplement à moins 1 plus l'infini. Vous voyez? Donc, ce qu'il y a là, en fait, déjà ici, donc ça vous fait f de x, d de x, f de x, d de x, et f de x, d de x. Bien. Ce qu'on peut simplement déjà annuler ici, ce sont les deux extrémités. En fait, la fonction, lorsqu'elle n'est pas entre moins 1 et 1, elle est nulle. Et l'intégrale donc de 0, ça sera une constante. Et en fait, si vous faites le calcul, vous aboutissez à 0. Vous pouvez essayer de le faire, mais simplement, moi, je vous dis que lorsque vous avez l'intégrale de 0 en fonction de x, quelle que soit la borne, elle est nulle déjà. C'est bon. Donc ça, c'est résolu. Donc ça, c'est nul. Ça également, c'est 0. Et on se rabat simplement à calculer ça. Donc retenez simplement que si la fonction est nulle, au final, l'intégrale, elle est nulle. Voilà. Et donc, on calcule l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x d de x. Vous voyez? Pardon. Donc, de moins 1 à 1 de f de x d de x. Et ça vous fait intégrale de moins 1 à 1 de... f de x, donc qui est 3 quarts 1 moins x au carré. Donc, de 3 quarts, facteur de 1 moins x au carré, d de x, vous voyez, ça vous fait donc 3 quarts, on le sort, intégrale de 1 moins x au carré
en fonction de x pris entre les bornes moins 1, 1. Donc ceci est égal à 3 quarts et une primitive de 1 moins x, ça vous fait d'abord une primitive de 1 qui est x et une primitive de x au carré, en fait c'est moins donc 1 sur 1 plus 2 ou 2 plus 1 si vous voulez, n plus 1, x à la puissance n plus 1. Rappelez-vous, j'applique simplement la formule de la primitive. Lorsque vous avez x à la puissance n, la formule c'est 1 sur n plus 1 sur x à la puissance n plus 1. Vous voyez? Donc là, entre les bornes moins 1, 1, et ça vous fait 3 quarts, puis entre donc fois x moins 1 tiers x à la puissance 3, puis entre les bornes moins 1, 1. Vous voyez? Donc s'il faut calculer ça, ça vous fait 3 quarts. Et on remplace après, d'abord on remplace x par 1, ça vous fait donc 1 moins 1 tiers, parce que 1 moins 1 tiers fois 1 au cube, ça vous fait simplement 1 tiers, moins, on remplace x par moins 1, donc moins 1 moins 1 tiers fois moins 1 au cube. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais simplement, en fait, dans un premier temps, on remplace par 1. Ça vous fait donc 1 moins, tout en gardant le 3 quarts. Et pourquoi je mets les crochets? Parce qu'en fait, le 3 quarts, il multiplie tout ce qu'il y a là. Rappelez-vous, en fait, vous avez 3 quarts qui multiplient tout ça. Donc, ça doit toujours rester le même. Et donc, vous avez d'abord, dans un premier temps, on remplace par 1. Ça vous fait 1 moins 1 tiers, simplement parce que 1 au cube, c'est 1. Mais par contre, moins 1 au cube, c'est moins 1. Donc, j'aurais pu simplement mettre plus, mais je préfère vous l'écrire comme ça pour ne pas qu'il y ait trop d'informations. Donc, vous avez donc 1 moins 1 tiers, moins, on remplace par moins 1, donc ça vous fait moins 1, moins 1 tiers fois moins 1 au cube. Ça vous fait donc 3 quarts, crochet, regardez. Vous avez donc 1 moins 1 tiers, ça vous fait 2 tiers, parce que vous avez 1 fois 3 moins 1 sur 3, donc 2 tiers, moins, facteur, moins 1 et moins 1 au carré, moins 1 au cube ici, pardon, ça vous fait moins 1. Donc ça vous fait plus 1 tiers. Moins 1 au cube, c'est simplement moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ce qui vous fait moins 1. Donc ça vous fait plus 1 tiers. Et on continue le calcul, vous avez 3 quarts, facteur 2 tiers. Et donc moins 1 plus 1 tiers, ça vous fait moins 2 tiers. Donc ici, lorsque le moins en dehors rentre, ça devient plus 2 tiers. Donc vous avez 3 quarts fois 2 plus 2, ça vous fait 4. Et on garde le dénominateur commun. Donc vous avez 3 quarts fois 4 tiers. 3, 3 simplifie. 4, 4 simplifie. Ça vous ramène 1. Vous voyez? Donc intégrale de moins infini à plus l'infini de f de x d de x est bel et bien égal à 1. Vous voyez? Donc effectivement, cette fonction-là est une densité de probabilité. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. Donc l'objectif, ce n'était pas en soi de vous apprendre les méthodes de calcul. Je vous invite à reprendre le calcul plus calmement si vous voulez. Simplement vous apprendre à montrer qu'une fonction est une densité de probabilité en passant par 2 étapes, la positivité et la normalisation, et à vous apprendre à vous familiariser avec la notion de densité de probabilité, et donc à commencer à parler de notion de variable aléatoire continue. Dans les prochaines vidéos, nous allons l'aborder en profondeur. Je vous invite à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas, et pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci bien.